Monsieur, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur la télévision du Monde. Voici les titres de cette édition. À la une de l'actualité, société du remue-ménage entre les princesses et princes de la chefferie supérieure Bamougoum. Ils revendiquent leurs droits sur les biens laissés par leur père, Sa Majesté Fotso Kanke Jacques. Nous les entendrons dans quelques minutes. Santé, enfin, l'approbation de la couverture santé universelle, un projet qui vise à faciliter l'accès aux populations aux soins, les enjeux et les perspectives de ce nouveau concept dans ce journal. Et puis crise sécuritaire dans le Nozo, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a rendu hommage aux 3 femmes assassinées. Dans cette édition, nous entendrons Marie-Thérèse Abenaondo exprimer son indignation face à ces violents actes de barbarie. L'actualité de ce mercredi nous emmènera aussi en France, où ce jour s'est ouvert un procès historique 5 ans après les attaques qui ont marqué le début d'une vague de terroristes sans précédent en France. Voilà pour le... Mesdames et messieurs, bienvenue au 19h45. À tout de suite. Une fois de plus, bonsoir, mesdames et messieurs. Ouvrons cette édition de l'actualité en société. Une grande mésentente émaille les relations entre les princes et princesses de la chefferie Bamougoum, région de l'Ouest Cameroun, au sujet du patrimoine laissé par leur papa, Sa Majesté Fotso Kanke Jacques. Ces 120 enfants sur les 145 laissés par ce dernier revendiquent leurs droits sur les biens. Ils se sont exprimés face à la presse ce jour. Je vous propose le compte rendu de nos reporters Jean-Germain Etna et Herbert Kwamou. Nous sommes des princes et des princesses. Le collectif exige un inventaire exhaustif des biens mobiliers, meubles et les avoirs laissés par leur regretté papa, tout en faisant un distinguo entre les biens propres du défunt et ceux appartenant à la chefferie Bamougoum. Ces princes et princesses de la chefferie Bamougoum dénoncent une gestion opaque et une jouissance égocentrique des dits biens par leur frère, l'actuel chef du groupement Bamougoum, Sa Majesté Moumbe Fotso Mitterrand. Et en tant que successeur de notre cher père, je serai le père de tous, sans distinction de mère. J'aurai envers chacun de vous le même amour de frère et de père. Je serai à vos côtés dans toutes les circonstances de la vie, les bonnes comme les mauvaises, en tant que frère, en tant que père. Une attitude de l'actuel roi de Bamougoum, totalement en déphasage des engagements pris par ce dernier lors de son intronisation en novembre 2017. On laisse croire à la population que les princes et princesses Bamougoum veulent le partage de la chefferie Bamougoum, ce qui est totalement faux. En fait, comme je l'ai dit, il s'agit d'un problème de jugement d'hérédité qui a été fait. Le monarque actuel a déposé une demande d'homologation d'un procès verbal de conseil de famille auprès du tribunal de première instance de Bafoussam, un conseil de famille truqué de toutes pièces, un conseil de famille dont aucun membre de la famille ne se retrouve. Nous ne savons quand il y a eu tenue d'un conseil de famille. Suite à leur requête auprès des différentes juridictions par arrêté numéro 14 du 12 mars 2020 de la Cour d'appel de l'Ouest et par ordonnance numéro 368 du 6 août 2020 de la Cour suprême, Sa Majesté Moumbe Fotso Mitterrand a été débouté. La Cour suprême a désigné le greffier en chef de la Cour d'appel de l'Ouest comme administrateur des biens à titre conservatoire en attendant le règlement définitif du litige, le gel des différents comptes bancaires et a ordonné une expertise financière à l'effet de dresser un inventaire exhaustif des biens meubles, immeubles et avoirs laissés par le défunt Fotso Kanke Jacques. Donc il n'est nullement question pour nous du partage de la chefferie Bamougoum, mais il est question pour nous de faire
la part des choses, la part du patrimoine familial Photon-Kanko-Genre. Parce qu'il faut dire que notre papa, avant 1981, date de son intronisation, était un opérateur économique dans la ville de Bafoussam. Il faut dire que notre papa, en décédant, est le président du conseil d'administration de l'UCAO, l'Union centrale des sociétés coopératives agricoles de l'Ouest. Je ne pense pas qu'il s'agit d'une entreprise de la chefferie Bamongoum. Donc c'est de ça qu'il est question. Et pour contraindre les locataires de continuer à verser leurs revenus locatifs aux mandataires de la chefferie, des personnes identifiées comme faisant partir de la notabilité de la chefferie ont fait éruption le jeudi 27 août 2020 au camp des logements situé au marché Casablanca à Bafoussam pour perpétrer des actes d'intimidation, de pillage, de vandalisme et d'agression des locataires. À sa grande surprise, à son arrivée ici, il trouve plutôt les notables de la chefferie avec des lances, des arrache-clous et des machettes. Il a eu trop de dégâts. Là, il y a toujours les portes qu'ils ont vandalisées. On a juste porté certaines portes là pour venir fermer parce qu'il fallait qu'on dorme étant en sécurité. Pour ce Mitterrand, on voit aussi ces gardes et ces guerriers que viennent me molester, me tapent normalement jusqu'à les apportent, m'amènent à demi-mort. J'ai été complètement abattu jusqu'à j'ai fait 3 jours d'hôpital. C'est hier soir que je suis sorti. J'ai vu là-bas qu'on a cassé les portes, toutes les choses étaient dehors. Donc je suis monté dans ma chambre, ma part de porte était cassée. Tous les portes en haut là-bas étaient cassées et les choses versées partout. Et mon argent était perdu. J'ai dit à l'officier de police, Camdon Valentin, que mon argent est perdu. Les pouvoirs publics sont interpellés afin de régler définitivement cet autre litige et d'éviter le pire. Crise sécuritaire dans le Nozo, les activités reprennent timidement depuis ce matin à Bamenda, dans le chef-lieu de la région du nord-ouest Cameroun, quelques jours seulement après les coups de feu qui avaient éclaté entre les forces de défense et sécurité et une bande de groupes armés séparatistes qui ont coûté... Débandade totale cet après-midi du mardi 1er septembre 2020 au centre-ville de Bamenda. L'échange de coups de feu bien nourris entre les forces de défense et de sécurité et une bande armée de combattants sécessionnistes a duré pendant des heures dans plusieurs quartiers de la ville, chef-lieu de la région du nord-ouest Cameroun. Sur le terrain des affrontements à balles réelles, aux allures d'une guérilla urbaine, notamment au lieu dit cité chimiste, un mort sur le champ, un inspecteur de police âgé de 28 ans, criblé de balles par les séparatistes et un blessé grave côté civil et selon certaines indiscrétions en patrouille dans un rond-point très fréquenté de la ville de Bamenda. L'équipe de police de l'arrondissement de Bamenda 2e a été prise pour cible par les hommes armés tapis dans un bâtiment abandonné et c'est la riposte lancée par les forces de défense après le meurtre de l'un des leurs qui a créé un échange de coups de feu entre les deux camps, paralysant par la même occasion toute la ville. Des vidéos amateurs qui font le tour sur les réseaux sociaux montrant des populations, en l'occurrence des commerçants, qui courent dans tous les sens, des personnes couchées à même le sol, ainsi que des hommes, femmes et enfants amassés à l'esplanade d'une école autour des éléments du GMI pour leur sécurité.
Et toujours au sujet de cette crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, mais cette fois-ci dans un élan de soutien aux victimes, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a rendu hommage aux 3 femmes qui ont été assassinées dans ces régions en proie à la crise depuis 4 ans déjà. Marie-Thérèse Benaondo a dénoncé avec véhémence les atrocités qu'ont subi ces femmes. Je vous propose d'écouter le reportage de Armand Brice Ngomo et de Bertrand Angoula depuis Yaoundé. La nation est en deuil. Elle pleure ses femmes et ses filles victimes des actes de violence perpétrés lors des conflits armés. Environ 200 femmes leaders dans tous les domaines de la vie, toutes vêtues de noir, signe extérieur de la tristesse, symbole du deuil, de l'absence de lumière, de l'obscurité soudaine provoquée par la mort. Elles veulent contribuer à mettre fin à toute forme de violence, y compris le meurtre des femmes et des filles dans les régions en crise au Cameroun. Ici, à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé, des visages désormais ancrés dans les mémoires collectives, le portrait sombre de 3 jeunes femmes innocentes, Florence Ayafor, Achiri Comfort Toumassan et Mbatrijor, toutes torturées et tuées dans des conditions de brutalité extrême. Les femmes exposées à des atrocités inimaginables qui bafouent leurs droits les plus élémentaires. Que ces atrocités cessent. Nous en avons assez. Il faut que ces atrocités s'arrêtent sur les femmes, sur les enfants, et qu'on retrouve la paix et la sérénité dans ces 2 régions pour que la vie reprenne un cours normal. C'est aussi pour dire non aux milices qui professent ouvertement leurs pensées machiavéliques, usent et abusent de toutes sortes de stratagèmes, se servant de moyens matériels en leur possession pour s'aimer la terreur. C'est pour dire non à leur haine aveugle et à leur imagination criminelle sans limite qu'elles se sont mobilisées. Les exemples de Florence Ayafor, Achiri Comfort Toumassan et Mbatrijor établissent clairement que ce sont les femmes et les enfants qui payent le plus lourd tribut aux faiseurs de guerre. Plusieurs voix se lèvent, non sans raison, pour dénoncer cette odieuse pratique et sensibiliser l'opinion nationale et internationale. C'est le cas de l'Organisation internationale pour la paix, connue sous le nom Patriote indomptable que dirige Marie-Paul Angos Manga. Je me dis que notre cri n'est pas resté dans l'anonymat, parce qu'il a fallu qu'on marque le coup qu'il fallait, qu'on tire le but qu'il fallait afin que tout le monde de son côté puisse être sensibilisé, afin que ce crime rappelé dans notre pays. Aujourd'hui, les femmes ne veulent plus pleurer en vain. Elles veulent se battre face à la barbarie. Elles dressent leur courage et leur raison. Et avec une nouvelle doctrine et des orientations nouvelles, elles vaincront certainement. Et puis à présent, rendons-nous dans la région de l'Est Cameroun et dans la ville de Bertois pour nous intéresser à ces découvertes macabres du corps d'un nouveau-né de sexe masculin âgé d'environ 7 mois au quartier Mbouélé dans la ville d'Abomban et bien évidemment dans la région de l'Est Cameroun. La découverte macabre a été faite par des jeunes riverains adolescents alors qu'ils étaient en train de défricher un champ. Jean-Germain Etna nous fait le récit des faits tout de suite. C'est en plein travaux champêtres. Très tôt ce mercredi 2 septembre 2020, au quartier Mboulé de la ville d'Abomban, dans la région de l'Est, que ces adolescents ont fait la macabre découverte. Le corps sans vie d'un nouveau-né d'environ 7 mois, de sexe masculin, savamment emballé et jeté dans cette broussaille. On était en train de travailler ici, après mon frère Junior, on était en train de travailler, on était en train de couver le sang partout. Après, quand il était en train de travailler là-bas, il est en train de défoucher, on était en train de défoucher. Après, il a couvé l'enfant, après, il y avait encore le sang de l'autre côté là-bas. Après, les gens étaient en train de passer comme ça, ils ont vu. Après beaucoup de gens, et alors, ils sont partis là-bas voir. Pris de panique, ces enfants ont fait appel à leurs parents qui, à leur tour, ont saisi les autorités compétentes, parmi lesquelles un médecin légiste de l'hôpital d'Abomban. On était appelé de l'hôpital pour venir constater le décès de ce fœtus
qui, à vue d'œil, peut avoir environ 900 grammes, 1 kg. Et son silage traditionnel, nous sommes autour de 27 semaines, 26 semaines, donc à peu près 7 mois. Donc le futur c'était décédé. Bon, en fonction du poids, l'âge n'est pas viable, donc la vie externe n'était pas vraiment possible. Donc nous sommes entre avortement tardif ou bien très grande prématurité. Pourquoi accepter de concevoir et de garder le prince ou la princesse durant des mois lorsqu'on n'est pas à même de donner la vie normalement et de s'occuper du fruit de ses entrailles? La question taraude des esprits des populations du quartier Mboulé dans la ville d'Abomban. Moi, ça me fait très mal. Ça me touche énormément parce que, une comme moi, j'ai 4 enfants à ma charge. Je vends au marché, je m'occupe de mes enfants, je les envoie à l'école. Je ne peux pas encourager une telle chose parce que si l'homme t'abandonne avec l'enfant ou bien une charge, ce n'est pas la fin d'une vie. Et tu peux toujours te battre et t'occuper de cet enfant. Et cet enfant, tu ne connais pas son avenir demain. En tant que président du Radar international des droits de l'homme, je condamne ce genre de comportement. Et si jamais nous, on avait la possibilité de trouver l'une de ces filles, pour ne pas dire la fille même en question, je l'aurais conduite directement au commissariat ou à la gendarmerie pour que franchement son sort soit traité. Le fœtus de 7 mois environ et de sexe masculin a été inhumé. Ce en attendant l'enquête qui a été ouverte pour rattraper la génitrice inconsciente afin qu'elle soit jugée pour homicide volontaire. Une découverte triste qui a provoqué l'indignation de plusieurs femmes de la localité d'Abomban qui sont désormais invitées à plus de responsabilités. Bonne nouvelle en santé dans ce journal. Enfin, un nouveau mot dans le vocabulaire médical camerounais. Il s'agit de la couverture santé universelle, un projet qui vise à améliorer les soins des populations, tous les enjeux et les perspectives de ce nouveau concept dans cet élément qui portait la signature de Patrick Ngoignan et de Patrice Foucault. La couverture santé universelle a entamé une phase décisive avec la signature d'un contrat de partenariat public-privé dont l'objectif est la facilitation et l'amélioration des soins des populations au Cameroun. Parce que cela permet d'intégrer toutes les populations de tous bords, aussi bien celles du secteur formel que du secteur informel. Et cette convention va permettre également d'intégrer des formations sanitaires qui seront agréées pour appliquer les prestations de soins qui seront remboursées dans ce cadre-là. La couverture santé universelle serait dans une mine d'or, comme l'a déclaré le docteur Bernard Djomaga dans les colonnes du quotidien Réalité Plus, et renchéri ici par le docteur Dissongo Jean II, délégué régional de la santé publique du littoral. Vous l'avez si bien dit, le concept est véritablement dans sa phase d'implémentation. Parce qu'ici, il ne s'agira plus d'exclure des personnels ou des personnes dans le cadre de la prise en charge. Parce que, comme le concept le dit si bien, il s'agit de la santé universelle. C'est-à-dire que tout le monde peut, dans la sollicitation qui est la sienne, avoir accès aux soins. Cependant, un préalable doit être respecté pour son efficacité. Et ceci va passer par ce qu'on appelle un recensement des personnes, un recensement des structures de soins et une mise en place des dispositions qui vont permettre en sorte que des structures soient véritablement agréées et compétentes pour assurer des soins de santé de qualité aux populations. Et également, un mécanisme sera mis en place pour définir comment chacun, dans ce qui le concerne, dans son rôle ou dans son secteur formel ou informel, devra contribuer pour sa prise en charge et comment est-ce que les remboursements seront effectués auprès des différentes structures qui assureront la prise en charge de ces populations. Le concept de couverture santé universelle annonce donc des lendemains meilleurs pour le corps médical et la population camerounaise, même si certains sceptiques
parlait déjà de saupoudrage et de gouffre à sous. En économie, l'État du Cameroun et un acteur en développement local vient de signer un accord, question de relancer et de financer les petites et moyennes entreprises qui ont été fortement impactées par la pandémie Corona. Plus de détails avec Priscille Messéné. Le ministère camerounais des Finances et un acteur de développement privé ont signé ce 1er septembre 2020 un protocole d'accord de 10 milliards de francs CFA dédié au financement des activités des petites et moyennes entreprises au Cameroun. Il est question de mettre des fonds à la disposition des entreprises afin de financer leur programme de relance économique suite à la déstructuration de leur activité à cause de la pandémie sanitaire du coronavirus qui impacte sur l'outil de production. À travers la relance de la production, il est surtout question de préserver les emplois dans un environnement difficile où les PME sont particulièrement affectées par la Covid-19, plusieurs d'ailleurs d'entre elles se trouvant en banqueroute à défaut d'avoir mis la clé sous paillasson. Selon cet acteur de développement, il est question de signer ce protocole d'accord pour marquer leur disponibilité à accompagner l'économie camerounaise. Et des sources non officielles reviennent sur la démarche des autorités à travers la signature de ce protocole qui aura pour but de garantir aux petites et moyennes entreprises des conditions avantageuses d'accès au crédit et de les accompagner dans leur rôle de créateur de richesse. L'économie camerounaise est régulée par les PME qui représentent plus de 95% du tissu économique national pour une contribution de plus de 34% au BIP, produit intérieur brut du pays. Dans une récente enquête, le groupement interpatronal du Cameroun, en abrégé GICAM, révèle que plus de 70 000 emplois sont menacés de suppression du fait de la crise sanitaire actuelle, où l'on a déjà enregistré plus de 12 000 licenciements, tandis que près de 60 000 travailleurs ont été mis en congé technique, au rang desquels des milliers d'entre eux pourraient également perdre leur emploi. Et alors que les petites et moyennes entreprises sont à la traîne au Cameroun et reçoivent de plus en plus l'appui des banques privées, on est en droit de se poser la question sur l'importance de la banque des petites et moyennes entreprises qui pourtant a été créée par le gouvernement. Plusieurs experts se sont prononcés sur la question au micro de Jean-Marie Onambélé. Une institution bancaire locale a décidé de mettre à la disposition des PME camerounaises la rondelette somme de 10 milliards de francs CFA. Une annonce qui nous permet de nous souvenir de la Banque des PME instituée par le gouvernement il y a quelques années. La Banque des PME, une idée géniale du chef de l'État. La Banque des PME avait été créée, c'était d'ailleurs une promesse du chef de l'État qui avait pensé qu'il fallait créer une banque pour financer, n'est-ce pas, les petites et moyennes entreprises. Mais il se trouve que cette banque a été créée et la première erreur a été que c'est une banque financée à 100%, une banque où l'État est, comment dirais-je, finance à 100% le capital. Et justement, l'État a donc déployé au sein de cette banque le personnel de l'État, c'est-à-dire des fonctionnaires pour pouvoir gérer cette banque qui en réalité mène des activités commerciales. Alors, ça n'a pas marché dans un premier temps pour la simple raison que ces fonctionnaires ont pris une bonne partie des fonds qui ont été mis comme capital au départ pour financer, n'est-ce pas, l'installation de la banque, et par la suite, ils ont donné des crédits à certains PME sans pouvoir, n'est-ce pas, avoir l'expertise nécessaire, puisqu'ils n'avaient pas l'expertise nécessaire pour pouvoir étudier ces projets et savoir si ces crédits donnés étaient de nature à pouvoir, n'est-ce pas, donner l'oxygène qu'on voulait aux PME et permettre à ces PME, n'est-ce pas, de rembourser la dette. Après quelques années de fonctionnement et un échec observé, la restructuration surgit. Très rapidement, la banque a été pratiquement en difficulté puisqu'il a été question 3 ans après de restructurer la banque. L'État même a pensé qu'il devait recapitaliser cette banque et ma foi, l'État se rend compte que la méthode, l'approche n'était pas la bonne. Et c'est pour cela qu'on peut dire aujourd'hui, sans risque de se tromper, que cette banque-là n'a pas joué son rôle, puisqu'on ne ressent pas, n'est-ce pas, l'incidence de celle-ci dans le secteur des petites et moyennes entreprises. La Banque des PME, une belle initiative mal ficelée du gouvernement camerounais qui devrait être repensée. Le Fonds monétaire international a proposé la restructuration de cette banque des PME juste 3 ans après sa mise en service. Ça veut dire que
on s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas jouer ce rôle. Et puis le projet a été mal conçu. Il a été mal conçu. Il ne peut pas aboutir dans ces conditions-là. De toute façon, tel que ça se présente, ce n'est pas une banque de PME qu'il fallait mettre en place. C'était un fonds de garantie pour le financement des petites et moyennes entreprises qui aurait été plus intéressant. Parce que si cette banque, en lieu et place de cette banque, on avait mis sur pied un fonds de garantie pour les petites et moyennes entreprises, les banques elles-mêmes devaient à un moment donné se rendre compte que parmi les entreprises qui obtiennent ces crédits-là, il y a des bons élèves. C'est-à-dire qu'il y a des bons élèves, c'est-à-dire des PME qui bénéficient, n'est-ce pas, des financements et qui remboursent normalement. Et puis, ça devait permettre aux banques même de pouvoir accorder des crédits supplémentaires à ces entreprises sans tenir compte, n'est-ce pas, des garanties mises en place. Vivement que les autorités camerounaises changent de cap et s'investissent réellement dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises, un devoir régalien. Et puis toujours en économie cette fois-ci, c'est le Fonds monétaire international qui dicte ses lois. Le pays de Paul Biya devra s'arrimer aux 7 points de la 6e phase de l'initiative Facilité de crédit FMI s'il désire être éligible pour la suite. Ce sont là les exigences de l'accord de Bretton Woods. Les explications de Jean-Marie Onambélé. La résolution des problèmes liés à la dette à court terme de la Sonara, la révision de la structure des prix des carburants, l'inventaire des dettes croisées entre les entreprises publiques et l'État et l'achèvement des audits de 4 grandes entreprises publiques sont entre autres les nouvelles exigences formulées par le Fonds monétaire international auprès du gouvernement camerounais. Le Cameroun se prépare donc à subir ce mois de septembre 2020 la 6e et dernière revue du programme économique et financier avec le Fonds monétaire international dans le cadre de la facilité élargie de crédit conclue en juin 2017. La clôture du programme, initialement prévue le 25 juin 2020, a été repoussée en raison de l'incertitude actuelle concernant la durée et l'ampleur de la pandémie de Covid-19. Dans une déclaration commune, les cadres du Fonds monétaire international soulignent que sur le plan des réformes structurelles, les autorités camerounaises ont appliqué cette mesure dans le domaine du budget, de la mobilisation des recettes, des finances publiques, de la gestion de la dette et à la réglementation des changes. Des progrès considérables ont également été accomplis sur les repères restants, avec notamment l'achèvement de l'audit des grandes entreprises publiques du Cameroun. Si cette 6e et dernière évaluation est concluante, le Cameroun bénéficiera d'un 7e décaissement de près de 44 milliards de francs CFA. Toutefois, sur la base des données partielles et préliminaires, au moins la moitié des critères de performance et les objectifs indicatifs pour fin décembre ont été manqués. Concernant la révision des prix à la pompe, le FMI indique que depuis l'incendie de la Sonara le 31 mai 2019, l'unique raffinerie du Cameroun fonctionne non plus comme un producteur mais un distributeur de pétrole. Pour l'institution de Bretton Woods, il convient de réviser la structure des prix à la pompe pour tenir compte de cette nouvelle situation. Le FMI demande aussi au gouvernement de mettre en œuvre intégralement le plan national de réduction des prêts improductifs afin de freiner l'accumulation continue des prêts improductifs dans le système bancaire. Une loi établissant les tribunaux de commerce doit aussi être soumise à l'Assemblée nationale pour que les dizaines de magistrats et greffiers déjà formés puissent enfin mettre en place les procédures de saisie bancaire. Il faut dire que le succès de cette 6e revue conditionne le 7e décaissement de 44 milliards de francs CFA. Ce décaissement permettra une nouvelle demande du Cameroun à hauteur de 60% du quota pour ce qui est de la facilité crédit rapide. Le FCR, qui est un instrument utilisé par les pays pour obtenir des financements visant à lutter contre la crise du Covid-19. À présent, rendons-nous à Yaoundé pour nous intéresser aux élections régionales. Et elles pointent à l'horizon, mais elles attendent encore les convocations sur les listes électorales. 2 jours après la clôture des inscriptions sur ces listes, le directeur d'Elections Cameroun, Eric Sossé, s'est prononcé et a essayé de dresser la situation exacte au sujet de ces inscriptions. Dans ce reportage que signent Elvis Ngwe et Jean-Oscar Libok. À l'orée des régionales qui seront éminemment organisées au Cameroun, Elections Cameroun clôture les inscriptions sur les listes électorales pour le compte d'année 2020. Le directeur général Eric Essoussé fait le bilan général du processus débuté le 9 avril dernier. Au terme des opérations d'inscription sur les listes électorales,
nous avons enregistré 15 077 nouvelles inscriptions, dont 9 989 hommes, 5 488 femmes, 38 personnes handicapées. Parmi ces inscrits, on dénombre 10 257 jeunes. Les inscriptions de cette année portent le nombre total d'inscrits au fichier électoral national à 6 168 575. Et les résultats reflètent la situation des mesures barrières au vu du contexte marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Le respect de ces mesures barrières prescrites par le gouvernement nous a amené à procéder aux opérations de révision des listes électorales uniquement dans les postes fixes que sont les antennes communales d'élections Cameroun, plutôt qu'à effectuer des descentes sur le terrain comme cela se faisait les années antérieures. Autrement dit, ce sont les électeurs qui étaient invités à venir s'inscrire dans les antennes communales. L'affluence n'était pas grande compte tenu de la prudence observée pour éviter au maximum les contacts non indispensables. Plus de 15 000 nouveaux inscrits, ce qui porte le nombre total à plus de 6 millions d'inscrits sur le plan national en attendant le toilettage. Dès à présent, nous allons procéder aux vérifications techniques nécessaires pour la production des listes électorales provisoires au plus tard le 20 octobre et la production de la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre, conformément à la loi. Paris pour organiser les élections transparentes reste le défi majeur et la mission de l'ECAM. À présent, revenons dans la ville de Douala pour nous intéresser à ce conseil municipal à la mairie de Douala, 4e évaluation à mi-parcours de l'exercice 2020 de la commune. Le budget réalisé à 37%, c'est l'essentiel à retenir de la session du conseil municipal qui s'est tenue ce mercredi 2 septembre 2020. Malgré les résultats plutôt mitigés, l'exécutif communal se veut optimiste pour le deuxième semestre de l'année budgétaire 2020. Plus de détails avec vous, Frédéric Moutomer, Raoul Ouattat. Résultat plutôt mitigé pour la commune de Douala 4e au terme du premier semestre de l'exercice 2020. Sur une prévision de plus de 2 milliards de francs CFA, la commune a réalisé en recette la somme de plus de 464 millions de francs CFA et exécuté en dépenses la somme de plus de 420 millions de nos francs CFA, soit un taux de réalisation de 21,66% et un taux d'exécution de 19,62%. Ils ne sont pas mauvais, ils ne sont pas aussi bons du tout, parce qu'on est rendu à 37,5%, mais la commune de Douala 4e a fait quand même le minimum pour atteindre ce résultat-là. Et je suis venu justement les encourager pour qu'ils puissent redoubler d'efforts et qu'à la fin de l'exercice, nous puissions être à une exécution à près de 80%. Un mauvais résultat par rapport à l'année dernière, car en 2020, on enregistre une chute drastique de recettes de plus de 277 millions de francs CFA, soit 12,92% en valeur absolue, et une diminution des dépenses de plus de 87 millions de francs CFA, soit 19,61% en valeur relative. Ce mauvais résultat est davantage dû à la pandémie Covid-19 et au train des mesures gouvernementales permettant la relance de l'économie à travers l'exonération des contribuables du paiement de certaines taxes communales pour le compte du deuxième trimestre de l'exercice 2020. Il faut aussi comprendre que la période a été mauvaise avec la crise sanitaire due à la pandémie du Covid. Nous sommes au milieu de l'année. Et nous avons environ 37% de consommation du budget. Je ne vais pas... Nous tous, nous savons pourquoi, en fait, ce budget a été consommé à 37%. Mais il est quand même utile de rappeler que c'est dû à la crise de la Covid-19. Malgré ces chiffres en baisse, qui mettent à mal la bonne exécution du plan de campagne du nouvel exécutif municipal, l'organe délibérant n'entend pas se croiser les pouces pour la suite de l'exercice 2020 qui est rentré dans sa deuxième phase.
Et pour l'occasion, une série de mesures est envisagée pour un recouvrement efficient et efficace des impôts et autres taxes communales. Et durant le second semestre, nous allons donc user de toutes les stratégies, et d'ailleurs nous avons commencé à user de toutes les stratégies pour que nous puissions donc consommer ce budget, comme l'a dit le préfet, au moins à hauteur de 80%. La machine est déjà en marche à Douala 4e pour maximiser le recouvrement de recettes et ainsi permettre au nouvel exécutif communal de mener à bien et à terme ses projets d'amélioration du cadre de vie des populations, surtout en cette période de pandémie Covid-19. Et toujours dans la ville de Douala, je vous invite à vous intéresser à un monument plutôt mythique qui attire la curiosité de bon nombre de personnes. Au lieu dit Carrefour Bessinguet, Feu Rouge. Mais pourquoi un tel hommage à cette personnalité en plein cœur de la ville de Douala? Élément de réponse dans ce reportage de Charles Fils et Langlais. Le carrefour dit Feu Rouge Bessinguet de Douala a une nouvelle allure. Depuis quelques mois, ce buste qui suscite les interrogations des passants s'impose et aura réussi à donner ce carrefour, qui est le point de jointure de plusieurs quartiers de la ville de Douala, une nouvelle coloration, qui est dans cet homme pourtant célébré en plein carrefour dans la ville de Douala. La question vaut son pesant d'or et brûle sur les lèvres des habitués de ce carrefour. C'est pour un patriote, pour le Camerounais, c'est pour, je ne sais pas, il fallait qu'on oublie. Bon, maintenant là, c'est rien fait. Mais il fallait qu'on donne le nom de ça. On sait que ça c'est le nom de quelqu'un. D'après ce qu'on a dit, c'est que ça appartient à un grand commerçant de Douala, de l'époque, de la zone ici. Ça se passe depuis 3 je sais. Et qui serait moyen, c'est là 6 mois. Ça va de soi qu'on n'accorde pas un tel honneur à un personnage lambda, même si pour le moment aucun indicatif ne renseigne sur sa véritable identité. Des sources bien introduites nous indiquent qu'il s'agit d'un influent commerçant camerounais, originaire du littoral dont l'histoire se raconte comme une légende urbaine. Ce que j'ai compris ici de ce monument, c'est un monsieur qui était au temps colonial, on dit qu'il était un commerçant. Et vu les explications des gens, on dit que c'était le seul monsieur, après les colons, donc après les blancs, parce que c'était les blancs seuls qui transportaient les colis, peut-être de l'étranger ou ici au Cameroun, au niveau du port, ici à Douala, avec le bateau. Donc on dit que c'est le seul noir africain qui a pu, n'est-ce pas, transporter les colis, donc défier les blancs en transportant les colis, quittant aussi de la France pour le Cameroun ici. Donc c'est là où son nom c'est moi qui m'échappe sinon. Il s'agit donc d'Ebélin Kodo, décédé depuis Belle-Lurette. Pour lui rendre hommage pour les services rendus à la nation, les autorités de la ville de Douala ont tenu à l'immortaliser à travers ce monument qui au départ devait mesurer 11 mètres de haut. Pour des raisons administratives, apprend-on, il gardera cette forme actuelle. La curiosité autour de ce monument a suscité une certaine convoitise, a réussi à lui attirer une nouvelle fréquentation, une voisine insolite qui a élu domicile depuis quelques semaines et semble ici entretenir de bonnes relations de bon voisinage au vu et au su de tout le monde. D'ailleurs, durant notre reportage, son dispositif culinaire sautait à l'œil, ce qui laisse croire qu'ici elle se la coule douce. Une situation qui pourrait soulever la question sur l'entretien des monuments de cette ville, très souvent devenus des refuges de sans-abri. À l'international en France, 5 ans après les attaques qui ont marqué le début d'une vague de terroristes sans précédent en France, le procès y afférent s'est ouvert ce jour. Plus de détails avec nos confrères de France 24. Le visage fermé, Rhys, le directeur de Charlie Hebdo, arrive à l'audience. Plusieurs victimes et leurs proches se succèdent à l'ouverture du procès. Peu trouvent la force de parler. Lassana Batili est l'un des rescapés de la prise d'otage à l'Hypercacher. Ému, il accepte de livrer quelques mots. Vous attendez quoi de ce procès? On attend la justice soit faite. Tôt ce matin, à bord de ce convoi, 10 accusés sont arrivés sous escorte lourdement armée. Un accusé comparé libre, les 3 autres sont absents, présumés morts ou en fuite. C'est le cas de la compagne d'Amédi Koulibaly, le terroriste de l'Hypercacher.
C'est une colère, c'est une indignation parce que, pour ne prendre que le cas de Hayat Boumediene, elle aurait pu être dans le box. Elle vit librement alors que des personnes, les familles des victimes sont aujourd'hui privées, amputées d'une partie de leur vie. 17 personnes ont perdu la vie sous les balles des 3 terroristes. L'avocat de l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo défend aujourd'hui plus que jamais la liberté d'expression. Au fond, l'esprit de Charlie Hebdo, c'est ça. C'est refuser de renoncer à nos libertés, de renoncer au rire, de renoncer à la liberté de critique, de renoncer y compris au blasphème, parce que si nous y renonçons, alors nous préparerions un avenir bien obscur pour nos enfants. Les attentats de janvier 2015 ont marqué toute une génération que l'on retrouve dans le public présent aujourd'hui. Il y a un souvenir vraiment traumatisant. À ce moment-là, j'étais au lycée. C'est important de voir l'aboutissement de ce qui s'est passé, de voir ce qui va arriver à tous ces prévenus. Les premières semaines d'audience seront consacrées au témoignage des 200 parties civiles. L'enquête et l'interrogatoire des accusés ne viendront que dans un second temps. Et au sujet de l'espace Schengen, la réintroduction des contrôles au sein de certains pays membres de l'Union européenne suscite des questionnements sur l'avenir de cette région, de cette zone pourtant instruite comme zone de libre circulation. Euronews. Alors que les cas de contamination de coronavirus progressent en Europe, les frontières se ferment. Ce mois de septembre pourrait ressembler au mois de mars où chaque État membre s'est replié sur lui-même malgré les appels des institutions européennes. L'Allemagne, qui assure la présidence semestrielle de l'Union, veut empêcher la répétition de ce schéma et souhaite préserver l'espace Schengen, la zone de libre circulation des personnes en Europe, mais certaines capitales ont déjà fait leur choix. Depuis mardi, la Hongrie interdit l'accès à son territoire aux ressortissants étrangers, le Danemark limite les entrées en fonction du taux d'infection et la Finlande a réintroduit des contrôles en provenance de certains pays comme la France ou l'Espagne. À cela s'ajoute le manque de coordination sur les règles concernant les quarantaines et les tests. Chaque pays membre dispose de ses propres exigences. La fermeture des frontières peut paraître comme une façon pratique de contrôler le virus. Il ne fait aucun doute que cela peut aider, mais politiquement, ce positionnement est difficile pour une union construite sur la libre circulation des personnes. Avec des gouvernements qui agissent une nouvelle fois selon leurs intérêts, se pose alors la question de l'avenir de Schengen, mais aussi des fondements de la citoyenneté européenne. Il y a d'autres pays membres qui ne respectent pas les obligations de ne pas discriminer les citoyens de l'Union et les familles qui ont le droit de se déplacer et de vivre dans un autre pays, ou bien les résidents de pays tiers qui ont aussi le droit de se déplacer au sein de l'Union. Et puis, il y a des règles très claires pour Schengen. Ces décisions, même si elles sont prévues, si les gouvernements ont cette possibilité de réintroduire des contrôles, ils doivent apporter des preuves à travers des tests de proportionnalité. Plusieurs eurodéputés approuvent ce principe. Le Parlement souhaite plus de compétences en matière de santé publique d'urgence, que cela soit porté au point central de l'Union, contrairement à aujourd'hui. Il est très important pour tous les citoyens européens, qu'ils viennent d'une petite région, d'une grande région ou de la capitale de leur pays, il est important pour voyager, pour faire des affaires, qu'il y ait de la prévisibilité, des informations, et nous devons nous en assurer. La présidence allemande prend la question à bras-le-corps et signale ainsi l'importance de ce dossier pour les institutions. Reste à savoir si cette réaction n'est pas trop tardive. Fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous à 21h dans le cadre du programme Tout au clair. Ce sera une présentation de Frédéric Moutomé qui sera en compagnie d'un panel costaud. L'émission sera retransmise en simultané sur la page LTN TV officielle via le réseau social Facebook. Bonne soirée à tous sur votre chaîne. Au revoir.